Nouvelle augmentation des carburants, 5 centimes de plus dès ce soir minuit. Prix libérés dans l'alimentation, notamment pour les fruits et légumes. Valéry Giscard d'Estaing à France Inter, la France est un pays important et indépendant. Coupe du monde de football, France-Pays-Bas à 20h sur Antenne 2. Et oui, à 20h, nous nous serons quittés. Nous aurons transmis le relais à nos amis du service des sports pour la retransmission donc de Pays-Bas-France en direct sur Antenne 2. Un match important qui compte, vous le savez, pour les qualifications de la Coupe du Monde. Alors auparavant, nous aurons fait un tour complet de l'actualité en parlant d'abord des prix. Les prix qui ont augmenté de 0,9% le mois dernier, qui vont augmenter pour l'essence de 5 centimes à minuit et qui sont pour certains libérés dans l'alimentation. Alors reprenons les choses une par une. Tout d'abord, ce nouveau train de libération des prix qui intéresse cette fois les fruits, les légumes, les laitages, la viande, les poissons, c'est-à-dire un grand nombre de produits alimentaires, ainsi que les menus conseillés, des produits qui, pour certains, étaient en train de flamber. Jean Lebert. Depuis plus de 4 semaines, les prix des fruits et légumes flambent. La hausse par rapport à la même période l'an passé est sensible. 40% de hausse sur les pommes golden, 75% sur les poireaux, 100% sur les carottes, 200% sur les endives. 2 mètres de neige dans le Péloponnèse, des fortes gelées au Maroc et en Espagne, le coup de froid sur l'Europe et le bassin méditerranéen n'expliquent pas tout. La hausse sur certains légumes est sensible sur l'an dernier, particulièrement sur des salades. Mais il faut se rappeler que l'an dernier, à pareille époque, le cours des salades était anormalement bas, chose qui n'a pas toujours été signalée par la presse, et la rémunération des producteurs était très loin d'être satisfaisante, étant donné qu'elle ne couvrait même pas le prix de production de ces produits. Donc cette année, sur la salade par exemple, il y a des prix plus rémunérateurs pour les producteurs et qui sont tout à fait normaux. Il y a actuellement des produits qui sont proposés sur le marché et le problème des détaillants est d'être achalandé, à savoir prendre tout ce qu'il est possible de commercialiser sur ce marché. C'est moins dommage de trouver des fraises à 46 francs le kilo à cette époque-ci que d'y trouver des carottes à 6 francs par exemple. Les négociants semblent trouver normaux les prix actuels. Quand les prix sont élevés, la chaîne entière gagne de l'argent. Mais les producteurs, eux, sont conscients que leur problème peut déboucher un jour sur la pénurie et donc sur des hausses de prix. Beaucoup de producteurs, depuis 2 ans, ont été lassés par des productions qui ne leur rapportaient pas suffisamment d'argent et notamment qui étaient en dessous du coût de revient. Donc, ont fait des emblavements beaucoup moins importants que les années précédentes. De ce fait, l'offre des produits frais sur le marché cet hiver a été moins importante par rapport à une demande qui, je pense, a été relativement constante. Et comme les prix sont faits en fonction de l'offre et de la demande, vous pouvez toujours tout de suite voir l'incidence que ça a pu avoir. Je pense que là, le consommateur aurait dû freiner sa demande et qui aurait en même temps fait baisser les prix, je pense. Depuis 1978, les prix à la consommation ont augmenté 2 fois plus vite que ceux des fruits et légumes. Blasés, producteurs, grossistes et détaillants rejettent la responsabilité de leur malheur sur le consommateur. Son comportement n'est pas toujours logique. Les produits de saison bon marché, comme les poireaux à 2 francs en ce moment, ne trouvent pas preneur. Bref, la salade est chère parce que ce n'est pas la saison, l'endive parce que ce n'est plus la saison, l'épinard parce que ce n'est pas encore la bonne saison. Cette décision de libérer ces nouveaux prix a donc été arrêtée aujourd'hui après consultation du comité des prix. Elles prendront effet dans les jours à venir, dès demain par exemple pour la margarine et le beurre. Les 6 boissons pilotes restent pour l'instant soumises à un engagement de modération. Le détail maintenant avec Jean-Claude Renaud. En 4 étapes, le gouvernement a voulu mener à bien la libération des prix. Depuis août 78, avec les prix industriels et la baguette, jusqu'à ce matin, avec les mandarines, les clémentines, les endives, ou encore les produits laitiers ou le rhum steak. Autre liberté accordée aujourd'hui, celle du restaurateur de ne plus proposer un menu conseillé. Par contre, il continuera d'afficher 6 boissons pilotes, dont le petit café noir, pris au comptoir. Cela dit, tous les prix ne sont pas libérés. 3 secteurs restent sous surveillance étroite. L'énergie, pas question pour les compagnies de fixer elles-mêmes le prix du super. La santé, tous les médicaments remboursés par la sécurité sociale restent sous contrôle, et enfin certains tarifs comme les taxis ou les services de remorquage et de dépannage. La question que chacun se pose aujourd'hui est la suivante. Le régime de liberté des prix favorise-t-il les hausses? Pour tenter d'y répondre, on peut examiner quels ont été, en 1980, les bons et les méchants
de l'indice des prix. Première remarque, le secteur privé est en dessous de l'indice général. C'est le cas également des produits alimentaires et des produits manufacturés privés. Deuxième remarque, les records d'augmentation battus par l'horlogerie-bijouterie et l'énergie sont dus essentiellement à des facteurs extérieurs, les cours de l'argent et de l'or dans un cas, le choc pétrolier dans l'autre. À noter la forte hausse des tarifs publics et des services. Conclusion, on ne peut pas dire a priori que la liberté des prix favorise l'inflation. C'est peut-être vrai dans certains secteurs, comme les services, c'est faux dans d'autres, les produits manufacturés en sont la preuve. Et bien, tenez, puisque nous parlions des produits alimentaires, ils ont progressé le mois dernier de 1,2 et l'ensemble des prix à la consommation a augmenté en février de 0,9%, donc indice des prix 0,9% en février, une hausse qui avait été de 1,2 en janvier. Ça fait une moyenne mensuelle de 12,7%. En hausse également les produits pétroliers et les tarifs du gaz, en hausse dès minuit, 5 centimes de plus pour l'essence, 5% de plus pour le gaz. Pierre-Marie Thiaville. Nous revoici déjà devant notre pompe à essence habituelle, dont il va falloir changer l'étiquette une fois de plus ce soir à minuit. Plus 5 centimes, le super passe à 3 francs 77. Voilà, c'est fait. Comme de coutume, les autres produits pétroliers augmentent parallèlement. L'ordinaire à 3 francs 56, le gasoil à 2 francs 75, le fioul domestique à 1 franc 93. Le train de hausse est particulièrement complet ce mois-ci puisque le gaz augmente aussi, plus 5% sur tous les tarifs. Pourquoi cette hausse aujourd'hui? Le gouvernement l'a répété souvent, on suivra étroitement toutes les hausses des producteurs de pétrole brut. C'est ce qui s'est passé le mois dernier, le 7 février, plus 7 centimes sur le super. Mais on suivra aussi les hausses du dollar qui servent à payer le pétrole. Or, ce dollar, il est élevé en ce moment et le gouvernement a tenu parole, du moins sur le principe, parce que sur le chiffre, on a calculé qu'avec un dollar comme il l'est en ce moment à 4 francs 90, 4 francs 92, le super aurait dû augmenter de 15 centimes au moins. Or, il n'augmente que de 5. Pourquoi? Eh bien, 5 centimes, cela suffit pour étaler les hausses comme les autres pays de la communauté européenne, mais il est vrai aussi que toutes les hausses de carburant sont impopulaires et que nous sommes en campagne électorale. Quoi qu'il en soit, si le dollar reste élevé, il faudra bien, tôt ou tard, une nouvelle rallonge sur les carburants pour combler la différence qui n'a pas été comblée aujourd'hui. J'ai quand même une baisse à vous annoncer, celle de la taxe de raccordement du téléphone, décidée en Conseil des ministres ce matin. Elle passe de 500 francs à 400 francs. Après plusieurs jours de silence, sa dernière intervention remontait au 10 mars, Valéry Giscard d'Estaing s'exprimait en tant que candidat tout à l'heure à France Inter dans l'émission Face au public. Après avoir rappelé à François Mitterrand son engagement vis-à-vis des communistes, engagement né de la signature du programme commun, et après avoir défini ce que doit être un pacte de la majorité, un pacte qui interviendrait au moment de la formation du gouvernement, eh bien Valéry Giscard d'Estaing a répondu à une question que nous nous posions pour Antenne 2. Au fond, à l'étranger, tout le monde a fait savoir sa préférence, disons, giscardienne, Léonid Brejnev, Ronald Reagan, Helmut Schmidt. Écoutez sa réponse. Pourquoi voulez-vous que, candidat à l'élection présidentielle en France, j'ai à avoir une attitude ou un jugement sur des propos qui sont tenus ailleurs? Ceci ne me concerne pas. Je ne négocie avec personne. Je ne demande rien à personne. Je n'ai pas dit un mot de l'élection présidentielle française à aucun chef d'État étranger, ami ou hostile. Aucun. Les gens portent le jugement qu'ils veulent. Mais j'observe ceci. J'observe ceci. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces articles? Parce que vous pourriez citer des articles dans toute la presse internationale, et pas seulement dans 2 pays. Et si on ne le fait pas, c'est probablement que ces articles vont tous dans une certaine appréciation de la situation de la France, et à certains égards de l'action de son président de la République. Ça veut dire d'abord que la France est un pays important. Et comment voulez-vous que, lorsqu'il y a une élection dans un pays important, il y ait une espèce de mutisme universel? Donc les gens commentent cet événement. Et ensuite, puisque vous voyez que des gens qui appartiennent à des camps opposés, et souvent même des camps à l'heure actuelle adversaires, portent des jugements, cela veut dire que la situation de la France est indépendante. Et puis le président sortant a été interrogé sur l'attitude qu'il prendrait face au choix que lui imposait le rejet du pourvoi de cassation de Philippe Maurice. Pour lui, pas question de faire connaître sa décision, quelle qu'elle soit, grâce ou pas, avant l'élection présidentielle. Ce que je ne veux pas, c'est que la décision finale paraisse soit être inspirée par des considérations électorales, soit qu'elle puisse être exploitée à des fins électorales. Donc toute la procédure se déroulera et je prendrai ma décision. Mais cette décision ne sera rendue publique qu'après l'élection présidentielle.
Elle sera rendue publique par moi-même si je suis réélu. Et si je ne le suis pas, je transmettrai à mon successeur la conclusion à laquelle j'aurai abouti. Pourquoi le lui transmettrai? C'est parce qu'il s'agit de crimes commis du temps où j'étais président de la République et de jugements rendus par les tribunaux du temps où j'étais président de la République. Noël Copin, on a beaucoup parlé de société et de problèmes de société au cours de cette émission. Parlons à nouveau de ce problème de la peine de mort qui est important. Il faut être clair là-dessus. Eh bien oui, vous savez qu'on a beaucoup parlé aussi de la peine de mort tous ces temps-ci dans la campagne électorale. François Mitterrand, à son récent carte sur table, avait dit qu'il était pour l'abolition de la peine de mort. Et Jacques Chirac, c'est tout récent, c'est hier soir, après avoir rappelé qu'il souhaitait un référendum sur ce thème, référendum d'ailleurs qui pose des problèmes constitutionnels, a dit qu'en cas de référendum, il votera lui-même pour l'abolition de la peine de mort. Alors Valéry Giscard d'Estaing, au grand débat de TF1 il y a quelque temps, avait dit que le moment n'était pas venu à son sens d'ouvrir un débat sur cette question parce que la société française n'était pas suffisamment apaisée. Or là, ce soir, il n'a pas abordé au fond le problème de la peine de mort, mais le problème qu'il lui a posé à lui en tant que président du recours en grâce. Et je crois que l'essentiel qu'il faut garder de ses propos, c'est cette volonté de faire que l'exercice de ce droit de grâce, en définitive la vie ou la mort d'un homme, ne soit pas lié au climat de la campagne électorale, d'où cette décision de faire connaître sa décision après l'élection. Oui, mais ça pose un problème, le fait de transmettre à son successeur, oui, quel qu'il soit. Si ce successeur c'est lui-même, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un autre que lui-même, et en particulier dans la double hypothèse où ce successeur, si par exemple c'était François Mitterrand, est opposé lui-même à la peine de mort, et où le président de la République aurait opté pour le refus de la grâce, on serait placé devant une situation assez invraisemblable. Alors est-ce que de cette invraisemblance, il faut tirer la conclusion que le refus de la grâce sera lui-même assez peu vraisemblable? Je crois qu'on peut poser la question, mais qu'en conscience et raisonnablement, on ne peut pas y apporter de réponse aujourd'hui. Alors parmi les autres problèmes de société abordés, il y a eu la fameuse affaire de la poignée de main aux prisonniers. C'était à Lyon en 1974, peu de temps après l'élection. Il s'est expliqué aujourd'hui. Et là, Valéry Giscard d'Estaing s'est expliqué sur ce geste qui est sans doute un des plus spectaculaires, un des plus significatifs de son septennat et en même temps qui était un des plus discutés, un des plus critiqués au sein même de sa propre majorité et aussi, on se le rappelle, au sein de la police. Alors l'explication que donne le président de la République, c'est un principe du droit français. On ne peut pas considérer un homme comme étant coupable tant qu'il n'a pas été jugé. Et je crois que cette explication et cette réponse de Valéry Giscard d'Estaing a une importance politique dans la mesure où on a souvent opposé le libéralisme du début du septennat dans ces domaines de justice et de police, libéralisme symbolisé par ce geste, et la fermeté ou la dureté de la fin du septennat symbolisée par le texte sécurité et liberté. Et les hommes qu'il avait vus à Lyon étaient en détention préventive, effectivement. Alors, toujours les problèmes de mœurs, l'avortement. Eh bien, l'avortement. Et là, Valéry Giscard d'Estaing explique pourquoi elle a pris la responsabilité de faire discuter, de faire adopter cette loi sur l'interruption de grossesse. Il rappelle la situation de 1974 avec les avortements clandestins et une loi qui n'était pas appliquée, mais il explique aussi quelles sont les limites de cette loi. Ce n'est pas une loi d'encouragement à l'interruption de grossesse. Elle est accompagnée, elle est assortie de conseils pour éviter précisément les avortements. Alors je crois que là aussi, on peut dire que le président de la République a choisi cet après-midi de l'occasion qui lui était donnée de répondre à l'ensemble de ces questions sur des problèmes de mœurs pour montrer qu'il assumait la totalité de la politique qu'il avait suivie dans ces domaines sur l'ensemble de son septennat. Ce matin, dans la dépêche du midi, Georges Marchais accuse le PS de mener une véritable tentative de débauchage au sein de son parti. François Mitterrand, de son côté, affirme à Bordeaux qu'il était prêt à se mesurer à ces forces contraires qui, curieusement, dit-il, se conjuguent pour empêcher d'être élu président de la République. Et Jacques Toubon, directeur de la campagne de Jacques Chirac, a déploré l'échec du Conseil européen, échec particulièrement grave. M. Chirac, qui était aujourd'hui au Mans, à Angers et à Laval, a demandé un peu de justice pour l'agriculture française. Tous les candidats connaissent depuis quelques heures le dernier sondage du jour, celui de Paris Match. Au premier tour, 1 point de plus pour Giscard, il est à 30. 1,5 point de plus pour François Mitterrand, à 24,5. Pas de changement pour Georges Marchais, à 16. 2 points de plus pour Jacques Chirac, à 13. Au second tour, l'actuel chef de l'État l'emporte sur François Mitterrand, 50,5 contre 49,5. C'est un écart moindre que la fois dernière, 52,48. Ce sera tout pour la campagne. Pologne maintenant tient bon l'échec. L'échec, c'est le diminutif de Lech Walesa et c'est ainsi qu'il a été acclamé il y a un peu plus d'une heure à l'ouverture des pourparlers entre gouvernement et solidarité. Pourparlers qui interviennent à un moment crucial. Tout le monde est d'accord pour dire que le pays se trouve confronté à la plus sérieuse crise jamais rencontrée depuis le mois d'août. Depuis le début des événements, Jean-Fredo. Effectivement, je crois que ce qui est important pour comprendre ce qui se passe à Bydgoszcz et à Varsovie actuellement,
c'est de bien voir l'évolution de la nature du rapport des forces en Pologne. Si jusqu'à une semaine, on pouvait voir qu'il y avait d'un côté Solidarité et de l'autre côté le gouvernement, maintenant, il y a un rapport des forces qui se situe entre, je dirais, les modérés réalistes de Pologne, qui regroupent les tenants du gouvernement autour de M. Kania, Solidarité et l'Église, et de l'autre, les durs du parti, appuyés sur la milice politique et soutenus en sous-main pour Moscou, dont le rôle, le jeu, si j'ose dire, est d'entrer dans un cycle provocation, manifestation et répression. Et puis les extrémistes qui, du côté de la Chevalet. Alors évidemment, s'il y a provocation de la part de certaines forces du gouvernement, il y a un phénomène vraiment de lassitude qui se manifeste dans les entreprises aujourd'hui pour des raisons diverses, que ce soit le rationnement dans la vie quotidienne, que ce soit d'autres provocations qui ont eu lieu et qui amènent les ouvriers à dire on ne peut pas céder car si on cède sur ce point-là, eh bien on se fera après complètement récupéré dans tout ce que nous avons voulu faire depuis les accords de Gdansk. Alors on a souvent dit que la Pologne était sur le fil du rasoir, aujourd'hui elle le semble vraiment, ça dépend un peu de ces négociations qui viennent de commencer il y a 2 heures, qu'est-ce que ça peut être, à votre avis? Moi je vois 3 scénarios possibles pour le déroulement de la crise. Premier point, soit il y a un accord qui est réalisé par les réalistes, je vais dire tout à l'heure les modérés réalistes, sur la base de l'application pleine et entière des accords de Gdansk et sur ce que Mieczysław Rakowski, le vice-premier ministre, qui est le chef de la délégation du gouvernement, appelait un compromis dynamique. Deuxième scénario possible, en réponse à la grève, une situation d'état d'urgence est décrétée par le pouvoir et c'est un affrontement et la fin de tout esprit de dialogue. Troisième scénario possible, c'est une intervention sinon massive, du moins partielle, et les 25 000 hommes des troupes du pacte de Varsovie qui sont actuellement en Pologne peuvent servir. Qui poursuivent ces manœuvres absolument, encore, oui. Et qui peuvent parfaitement servir à cela pour établir l'ordre socialiste avec là un changement de nouvelle équipe. Alors je dirais que tout est prêt. Tout est possible pour la première solution, mais vous savez que depuis 8 mois, on est habitué à voir qu'on n'est pas uniquement entre Polonais là-bas. Edmond Maire a eu ce mot tout à l'heure, que l'on ne vienne pas nous dire qu'en Pologne les provocateurs sont partout. Il parlait au cours d'un gala international à la porte de Pantin, en solidarité avec le mouvement Solidarité précisément. Il y a 1 an, l'assassinat de Monseigneur Romero, l'archevêque de San Salvador, celui que l'on surnommait l'archevêque des pauvres et des persécutés, une cérémonie en sa mémoire au Salvador, une cérémonie également à l'église Saint-Méry hier soir à Paris, et à Rome, Jean-Paul II a rendu hommage à ce témoignage suprême, a-t-il dit, symbole du tourment d'un peuple. Retour aux affaires françaises, plusieurs jours de chômage partiel chez Renault pendant la période pascale, cela va toucher entre 30 et 45% des salariés de l'entreprise. Journée d'action de la CGT demain dans le secteur public, les répercussions surtout pour l'EDF devraient être limitées pour les usagers. La CGT qui craint par ailleurs une nouvelle vague de suppression d'emplois dans la sidérurgie. Et puis au Conseil des ministres ce matin, un projet de loi qui vise à faciliter l'embauche de certaines catégories de chômeurs. Et puis également un bilan des économies d'énergie depuis 7 ans. Pour les pays occidentaux, a dit André Giraud, le ministre de l'Industrie, la France se place au premier rang avec une économie de 100 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Il reste cependant encore beaucoup à faire, en particulier dans le logement. Regardez bien cet exemple de locataires d'ici les Moulineaux qui se battent contre leur propriétaire pour que celui-ci fasse des travaux pour précisément économiser l'énergie. C'est un exemple de lutte inédit que mènent depuis maintenant 10 mois ces 22 locataires à loyer libre. En bloquant une partie des charges et 25% de leur loyer principal, c'est plus que la simple amélioration ou révision d'un système de chauffage qu'ils demandent. Au-delà du problème des économies d'énergie, ces locataires à loyer libre, cela concerne 2 millions de logements, luttent pour le respect par les sociétés immobilières propriétaires des engagements à la modération demandée par le gouvernement. Les investissements qui devraient être faits au niveau de ces économies d'énergie devraient être faits par le propriétaire. Et ceci amènerait au niveau des locataires un abaissement des charges. Or, les charges étant entièrement payées par les locataires, l'intérêt du propriétaire n'est pas de faire ces améliorations. Dans notre cas, les immeubles, propriétés d'une société bancaire étrangère, sont sous le contrôle effectif d'une société de gérance. Pour elle et dossier à l'appui, outre quelques améliorations, il est hors de question de s'engager dans de gros travaux. Nous allons faire quelque chose puisque nous allons suivre les mesures qui nous sont préconisées par l'expert et qui n'ont aucun rapport avec ce qui est indiqué par nos locataires qui voudraient
que l'on procède à une isolation thermique des murs, que l'on ait recours au chauffage solaire, toutes choses qui ne pourraient être concevables que pour un immeuble à construire et non pas un immeuble déjà construit, ou alors pour un immeuble très très ancien dans lequel des mesures tout à fait exceptionnelles comme celle-là pourraient peut-être s'envisager. Mais il s'agit, je le répète, d'un immeuble récent, de très bonne qualité, et par conséquent, il n'y a absolument aucun reproche à faire dans sa conception. Est-ce qu'il y a une loi qui oblige les propriétaires bailleurs à faire des économies d'énergie pour leurs immeubles locatifs? En fait, il n'y a pas de textes légaux qui obligent un propriétaire bailleur à faire des travaux d'économie d'énergie, et même si les locataires le demandent et le réclament. En fait, nous pensons que c'est par la voie de la concertation qu'on peut régler ce genre de difficultés, parce que les intérêts bien compris des propriétaires et des locataires, c'est de faire des travaux d'économie d'énergie. Que doivent faire l'un et l'autre, le propriétaire et le locataire? Le propriétaire a de gros avantages à faire ces travaux à l'heure actuelle, et l'État l'incite fortement à faire ces travaux. D'abord, il peut utiliser des primes que lui accorde l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Ce sont des primes qui peuvent atteindre 30 ou 40% du coût de ces travaux. Et il faut également qu'il sache qu'il a à sa disposition 8000 entreprises conventionnées qui peuvent lui faire des diagnostics gratuits et qui lui montrent combien ça coûte, combien il économise et où se trouve son intérêt bien compris. Un problème qui ne sera peut-être pas résolu tant que le législateur n'interviendra pas. En attendant, c'est encore souvent le consommateur qui paie. Nouvelle polémique entre les instituteurs et le ministère de l'Éducation qui bientôt va publier un texte sur les obligations des directeurs d'école lors de grèves. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas obligés d'ouvrir leurs établissements pendant ces grèves. Et bien maintenant, ils devront assurer l'accueil des élèves. Désormais, les écoles seront ouvertes pendant les grèves. En toutes circonstances, les directeurs d'école devront organiser l'accueil et la surveillance des enfants avec le concours des instituteurs volontaires, des municipalités et des associations de parents. Ils ne pourront donc ni quitter ni fermer les établissements, même si tout le personnel a cessé le travail. Par contre, ils auront le droit de ne pas faire cours s'ils sont chargés de classe et le droit à la grève administrative. Pour le syndicat national des instituteurs et le syndicat général de l'éducation nationale, c'est cependant une atteinte au droit de grève. Et je voudrais bien que l'on m'explique pourquoi la présence d'un directeur d'école est indispensable un jour de grève dans l'école, alors qu'elle ne l'est pas le mercredi, alors qu'elle ne l'est pas le samedi, alors qu'elle ne l'est pas les jours de congé, ou lorsque M. Belac donne congé à des élèves parce qu'il inaugure une école. Il y a bien là à la fois un prétexte qui ne tient pas, et deuxièmement une volonté de porter atteinte à un droit absolument imprescriptible. Du côté des parents, ce n'est pas l'unanimité. La Fédération des conseils de parents d'élèves soutient les instituteurs et demande aux familles de s'organiser pour ne pas envoyer leurs enfants en classe les jours de grève. Les autres attendaient avec impatience ces textes qui, selon eux, correspondent à un besoin social. L'intérêt des enfants et des familles prime. Et pour nous, nous considérons qu'au droit de grève doit correspondre à un droit de garde. Et puis il faut être réaliste. 70% des mères de famille ayant au moins un enfant travaillent. Comment voulez-vous qu'elles assurent la garde de leur enfant en cas de fermeture de l'école? Le 2 avril seront établies et clarifiées les responsabilités des directeurs d'établissements scolaires. Désormais, l'école n'est plus seulement un lieu d'enseignement, mais aussi un lieu de garde. Peut-être est-ce là la définition d'un nouveau service minimum en cas de grève d'un secteur public. Autre polémique, celle qui se développe à Rosny-sous-Bois, près de Paris, entre le maire communiste de la ville et des nomades que celui-ci aimerait voir disparaître. C'est un reportage que vous propose Laurent Massardier. Entre la voie ferrée et la ZAC de Rosny-sous-Bois, quelques caravanes. 5 ou 6 familles de ces nomades, de ces gens du voyage, dont la présence, le nombre et la marginalité inquiètent le maire de la commune, qui craint un jour que n'éclatent des incidents. Alors apparemment, monsieur le maire, vous ne voulez pas de nomades sur votre commune. Si vous permettez, avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous dire qu'à Rosny-sous-Bois, il y a des nomades depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il y en aura encore? Vraisemblablement. Mais que leur nombre va en augmentant et cela pose un certain nombre de problèmes, de relations avec l'ensemble de la population. Alors qu'est-ce que vous comptez faire et qu'est-ce que vous préconisez, vous? Ce que nous avons demandé, et depuis de nombreuses années, c'est que notamment des aires d'accueil soient aménagées pour ces nomades, pour
améliorer leurs conditions d'installation, les conditions d'hygiène, et pour éviter les nuisances que cela apporte à la population avoisinante. Alors pour vous, quelle serait la solution idéale à ce problème Moi, je n'ai pas de solution idéale. J'ai toujours dit qu'il fallait que ce problème se règle en concertation avec les représentants des gens du voyage. Pour le maire, c'est à la préfecture d'apporter des solutions. Quant au préfet, lui, il a écrit à plusieurs maires ayant des terrains susceptibles d'accueillir 10 ou 20 caravanes. Des terrains dont la viabilité serait prise en charge par les subventions de l'État. Mais jusqu'à présent, souligne-t-il, aucune réponse, sinon négative, ne lui est parvenue. Le rapport avec les municipalités, c'est qu'on est chassé de partout, absolument de partout. Tous les jours, les policiers viennent vous dire... Tous les jours, les policiers nous demandent de circuler. Bon, évidemment que certainement que demain matin, il y aura les grues avec un carte CRS et puis des cartes police, si vous voulez. Et ça, c'est le fait des municipalités, ça? Oui, oui, partout. Maintenant, si on tolère les gitans en France, eh bien qu'on leur donne leurs droits qui leur reviennent, si vous voulez. Et ce n'est pas le cas. Bon, c'est pas le cas parce qu'on demande simplement un emplacement pour stationner. C'est tout, qu'on nous donne un emplacement pour stationner normalement et qu'on exerce notre activité professionnelle normalement. Ballottés entre les différentes autorités, les gens du voyage restent, par la force des choses, en marge de la société. Et ils sont 120 000 en France. Comme promis hier, voici notre enquête sur le camion intercepté sur l'autoroute du Soleil, dans l'Yonne. Un camion koweïtien bourré de cannabis, 1,5 tonnes dissimulé dans un faux plancher. Voici le camion qui a permis aux douaniers d'Auxerre d'effectuer la plus belle prise jamais réalisée sur le sol français, 1,5 tonne de résine de cannabis. Cela représente le quart de la quantité totale de stupéfiants saisis l'an dernier. La drogue était dissimulée sous le plancher de la remorque. Il y avait au total 3500 plaquettes de cannabis à 30 francs le gramme à la vente au détail. La cargaison valait 4,5 milliards de centimes. Les 3 trafiquants, 2 Syriens et un Allemand, sont toujours interrogés par la PJ de Versailles qui reste très discrète. Ils appartiennent vraisemblablement à un réseau très organisé car ils disposaient de bordereaux de transport vierge qui expliquaient leur voyage destiné à chercher de la marchandise. Quant au camion, il n'est pas établi qu'il vienne du Koweït, on ignore à qui il appartient, c'est peut-être un véhicule volé et maquillé. Les pronostics de Pierre de Bresse pour le quartet de demain, le prix André Masséna à Auteuil, le 9, le 4, le 11, le 3, le 2, le 8 et le 10. D'autres pronostics, ceux de Laurent Baumette pour la météo. Oui, eh bien, les températures vont très légèrement baisser demain, mais je vous rassure, elles resteront printanières. On a un tout petit changement de temps, simplement. Voyons déjà les températures relevées aujourd'hui à 13h. Vous allez voir, elles sont extrêmement élevées pour la saison. On relève même des 26 degrés, 27, vous voyez, dans l'extrême sud-ouest du pays. Température en légère baisse demain, mais elle reste tout de même supérieure à la normale saisonnière. Il ne faisait pas doux aujourd'hui, il faisait chaud. Alors pourquoi un tout petit changement de temps? On va le voir avec notre carte maintenant. Sur cette carte, eh bien, on constate que l'anticyclone qui est là, et le beau temps, est plus proche de nous que la dépression qui est là-haut. Alors il y a bien cette ligne de nuages, ce front qui ondule ici, mais il est loin du centre de la dépression, et donc ces nuages sont discontinus avec des orages et des averses tout de même qui traverseront le pays cette nuit et demain l'est du pays avant une nouvelle ligne de nuages ici, mais ça c'est pour vendredi. Alors comme demain c'est jeudi, eh bien la carte de demain jeudi, vous voyez dans l'est du pays ces nuages avec ici un orage sur les massifs montagneux, des nuages qui s'en iront vers l'est, tandis que sur tout l'ouest du pays, il reviendra un temps variable avec éclaircies prédominantes, averses tout de même localement, éclaircies de plus en plus belles d'abord sur l'ouest, ainsi que sur le Languedoc-Roussillon. Voilà donc pour la carte de demain, une carte un petit peu bleutée, rassurez-vous, c'est un tout petit problème de trucage, peu importe. Les températures maintenant pour demain sur ces jolis nymphéas, vous voyez du nord au sud-est, des températures élevées l'après-midi, tout de même un peu plus fraîches dans l'est du pays, et dans l'ouest pardon, et dans le centre du pays, avec 15 degrés au lieu des 18 degrés observés aujourd'hui. Enfin pour terminer, une tradition de notre agenda, sachez demain que c'est la sainte Larissa et non pas Marissa, et la mi-carême. Voilà Patrick. Bien, vous savez que tout à l'heure vous avez rendez-vous à 20h avec le football, Pays-Bas-France. Le dernier journal ce soir sera présenté par Hervé Claude aux environs de 23h20 et demain l'invité d'Antenne de Midi sera Yves Lauland. Bonsoir à tous, à demain 20h cette fois, c'est promis.